Bien, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, j'avais laissé le titre qui m'avait mis un peu de sel, un peu de poivre, bonne recette pour une bonne base. Et justement pour vous dire que je ne vais pas vous donner de recette parce qu'il n'y a pas de recette. En revanche, je vais vous expliquer les implications de ce que vous allez mettre aux patients comme soluté, que ce soit pour la réhydratation ou l'emplissage, et ce que ça va donner. Et comme c'est le dernier topo, c'est la fin de journée et que vous essayez de vous endormir, euh, on va vous faire travailler un peu et vous allez voter avec vos petits téléphones. Bon, j'ai quelques liens d'intérêt avec diverses sociétés, mais surtout sur l'opération extra-rénale, c'est pas sur le remplissage et les solutés. Donc, on va tester, voir si ça fonctionne. Donc, première question, est-ce que vous utilisez des gélatines pour le remplissage vasculaire des patients que vous avez en charge? Donc, il y en a encore 8 qui utilisent les gélatines. Bon, donc normalement, vous ne devriez plus utiliser les gélatines. Comme ça, je vois qu'il y a encore des endroits où on utilise les gélatines. Bon, je ne vous en parlerai pas des macromolécules, mais globalement, les SHEA, hydroxyéthylamidon, ont été sortis du marché. On n'en a plus. Et les gélatines qui avaient été déjà sorties avant pour être remplacées par les HEA, il n'y a aucune raison que sous prétexte qu'on va sortir les HEA, on mette des gélatines à la place. C'est aussi mauvais pour le rein. Et en plus, il y a des risques anaphylactiques. Et ça n'a jamais montré de meilleurs résultats que des cristalloïdes. Donc, première chose à savoir importante, c'est que les solutés que vous allez utiliser en réanimation, au bloc, sont des médicaments. Et ce sont les médicaments que vous allez le plus utiliser dans votre pratique, le plus souvent et le plus en volume. Et donc, vous devez savoir de quoi ils sont composés, comment on les utilise, comme n'importe quel médicament. Surtout qu'en réanimation, c'est pour ça que j'avais mis mon gros bonhomme au début, les troubles électrolytiques sont les premières perturbations qu'on rencontre chez les patients de réanimation. Et non seulement ils arrivent avec, mais en plus on en crée nous-mêmes si on n'utilise pas les bons produits qu'on leur donne. Donc c'est important quand même de savoir ce qu'on fait. Alors quand on doit faire du remplissage ou de la réhydratation ou autre, la question c'est toujours, il y en a toujours deux, c'est combien et quelle soluté. Alors combien, on ne va pas s'étendre parce que ça pourrait être un topo en soi. Et puis quelle soluté, là vous voyez, il y en a, on commence tous avec le même, celui de gauche, et on finit tous malheureusement avec le même, celui de droite. Entre les deux, on peut changer, on fait des associations même des fois. Et en réanimation, c'est pareil, on va utiliser à chaque moment, pour chaque patient, des solutés différents et le plus adapté. Donc juste le combien, c'est très rapide. Soit au bloc, en post-opératoire, en réa, il y a plein de règles qui sont, mais vous voyez, c'est la réduction fait entre 0 et 10 000 kg, en période entre 5 et 8. Bon, et ça a changé en fonction de l'intervention, en fonction du patient. Donc, il n'y a pas de règle non plus définitive. À l'induction, en général, on en fait plus quand la compensation du jeûne, on ne fait plus. C'est plus tellement recommandé. Puis pour les restes, ça va varier en fonction des patients et des interventions. Mais la règle majeure qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que le remplissage vasculaire, mettre du liquide dans le patient, c'est pour restaurer la volémie. Point. Ça ne sert qu'à ça. C'est à ça qu'on doit l'utiliser. On doit restaurer la volémie. Quand on met de la réhydratation, c'est parce que le patient arrive à être déshydraté, donc il perd de la volémie. Et quand on le remplit pour autre chose, c'est pour restaurer la volémie. Même en cas de choc septique, on en met, c'est de temps en temps d'hypovolémie relative, mais c'est quand même restaurer la volémie. Donc tout remplissage qu'on va faire, tout liquide qu'on va mettre dans le patient qui n'est pas dans cette indication-là, va être du liquide inutile, et donc on va le payer plus tard. D'autant qu'en réanimation, si on regarde bien tous les liquides qu'on met, en fait, vous voyez en haut, orange et rouge, ça, c'est le remplissage vasculaire et les transfusions. Et surtout, ce qui va être compliqué, c'est tous les autres solutés que le patient va recevoir. Donc la nutrition, ça, on est obligé de l'en mettre. Et puis, il y a maintenance et replacement fluids. Donc ça, c'est tout ce qui est notre réhydratation, etc. Et là, souvent, on voit bien qu'on en met trop. On ne devrait pas en mettre autant. Et là, ça, c'est la première règle. On met souvent trop. Ah, mais on va lui mettre un peu de réhydrate. Bon, on va lui mettre 500 x 3, etc. Ça fait déjà 1,5 litre.
plus tout le reste. Et puis, il y a ce qu'ils appellent le fluid creep. Ça, c'est tous les remplissages cachés, les petits médicaments, les seringues, les petits fours, etc. Et donc, vous regardez, ça représente quasiment les 2/3 de ce que va recevoir un patient en liquide. Et finalement, bah, le remplissage, vous voyez, c'est le petit machin en orange. Alors, ça va déjà avoir de l'impact, mais tout le reste aussi. Donc, c'est intéressant de se pencher sur l'ensemble quand on parle de liquide qu'on met, de base ou de réhydratation, bah, il y a tout ça. Donc, en quoi on dilue les médicaments, combien il en reçoit par jour, qu'est-ce qu'on met en réhydratation, etc., etc. Et en fait, vous voyez, à côté, ils ont bien mis que ce qui va faire dériver la balance hydrosodée, bah, c'est justement tous ces remplissages cachés et qui vont rendre la vie compliquée, parce qu'à force, le patient va être en surcharge. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme soluté? Et puis, est-ce qu'on les connaît bien déjà? Alors là, première question que je pose régulièrement. Quel est le pH du sérum physiologique? Le NaCl 0,9%. 4, 5, 5, 7, 7, 4, 8. J'ai posé la question au DU de l'insuffisance circulatoire aiguë de Bicêtre il y a un mois. J'espère que vous allez faire mieux. Ils étaient moins de 50% pour le savoir. Alors, 87. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah! Oui. Bah non, vous ne faites pas mieux. Donc, alors évidemment, c'est un piège, puisque le sérum physiologique, ce n'est pas du sérum et ce n'est pas physiologique. Et donc, vous m'avez mis évidemment 7, et non, c'est 5,5. Bon. Alors, vous avez raison sur la théorie, ça devrait être 7. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas 7. Toujours est-il que j'avais posé la question à la SFAR il y a de ça une bonne dizaine d'années, et vous voyez, 44% simplement qui savaient que c'était 5,5. Donc, il y a aussi beaucoup qui s'étaient fait avoir. Et puis, alors, pour ceux qui ne me croient pas, je mets une petite bandelette dedans. Donc, vous voyez, c'est effectivement à 6 ou inférieur. Et puis, pour ceux qui ne croient toujours pas, c'est marqué directement sur la poche. Vous voyez, c'est que vous ne la lisez pas assez. C'est marqué là-haut, et pH 5,5. Voilà. Donc, vous pouvez regarder, les pH des poches sont marqués sur toutes les poches. Donc, c'est évidemment acide, c'est hypertonique, puisque c'est 154 millimoles de sodium, 154 millimoles de chlore. Donc, c'est 308. Ce n'est pas du sérum, mais ce n'est pas physiologique. Alors, pourquoi ça devrait être 7? Parce que quand vous avez du Na et du Cl dans une poche avec de l'eau, le pouvoir de dissociation de l'eau libre de ces deux ions est quasi identique. Donc, ça devrait être 7. Et ce n'est pas 7 parce que ce sont des poches en plastique. Et donc, dans les poches en plastique, le CO2 qu'il y a dans l'air va se dissoudre dans les poches en plastique. Plus les solutés vont rester stockés longtemps, plus le pH va descendre. C'est pour ça que souvent, plutôt que 5,5, vous avez entre 5 et 6,5, c'est marqué sur les poches. Ça va dépendre du stockage. C'est le CO2 qui se dissout dans les poches qui va rendre ces poches acides. Et deuxième chose, c'est les phtalates qu'il y a dans les plastiques vont aussi se détériorer au cours du temps et vont aussi dissocier l'eau libre en côté acide. Et donc, c'est ça qui va rendre les poches acides. Alors, il faut différencier le pH de la poche, puisque toutes les autres qu'on va voir après sont aussi acides pour la plupart, de la potentialité de créer une acidose ou une alcalose chez le patient. Là, elles sont acides parce qu'il y a le CO2 qui se dissout. Et ensuite, ce sera la contenance en ions dedans qui, là, va avoir un impact sur l'équilibre acide-base du patient. Et c'est ça qu'on va voir. Ce n'est pas tellement ce pH-là. Alors, dans le NaCl, il y a aussi beaucoup de sodium, 9000 mg dans 1 litre. Les besoins, c'est 2400 par jour. Un McDo frites, c'est 1500 mg. Donc, vous faites 6 Big Mac frites dans les veines quand vous faites 1 litre de NaCl. J'aime bien la mettre parce que vous la verrez, d'autres le font aussi avec des paquets de chips. C'est un peu fallacieux parce qu'il y a 154 millimoles de sodium, mais dans les autres poches, il y a aussi du sodium entre 130 et 140. Et donc, l'écart n'est pas aussi important. On n'a pas le Big Mac, on a juste quelques frites. Enfin, ça fait beaucoup de sel quand même. Mais ce n'est pas tellement le sodium qui est important, c'est surtout le chlore. C'est ça qu'on va voir. Vous voyez, cette vieille étude, 83, extrêmement intéressante,
les cardiologues. Les cardiologues ont fait des trucs un peu physio, donc c'était bien. Donc, ils ont pris les patients cardio et ils les ont fait saler leur plat, soit, donc pas de sel, contrôle, soit du sel, bicarbonate de sodium, soit du sel de table, NaCl. Et vous voyez que les seuls qui vont avoir de l'hypertension artérielle, c'est ceux qui vont saler leur plat avec du NaCl. Parce que ce n'est pas le sodium, c'est le chlore. Parce que le chlore a un pouvoir vasoconstricteur important. On va revoir. Alors, autre soluté que vous allez utiliser le plus souvent, comme soluté de réhydratation, en pré-op, en post-op, en réanimation, si vous voulez mettre un peu de glycémie, de glucose, c'est le polyionique G5. Alors, ça contient quoi, le polyionique G5? Plusieurs réponses possibles. 2 grammes de NaCl, 26 millimoles de potassium, 2 grammes de KCl, 15 millimoles de potassium, 140 millimoles de NaCl. C'est là qu'on voit que vous utilisez tous les jours, mais vous ne lisez pas les poches que vous utilisez tous les jours. Mais c'est classique, vous inquiétez pas. Hein. Tout le monde fait pareil. Alors, 70, voilà, ça va changer au fur et à mesure. Après, qu'est-ce que vous m'avez mis? Alors, ah bah voilà, arc-en-ciel. C'était prévisible. Donc, les bonnes réponses, c'était 26 millimoles de potassium et 2 grammes de KCl. Donc, dans le polyionique G5, il y a du NaCl, du KCl et du glucose. Donc, du sodium, il n'y en a pas 140 parce que comme il y a du glucose, alors c'est iso-osmotique, mais comme il y a du glucose, eh bien, ça réduit, c'est comme dans le diabète, hein, quand vous avez le coma hyperosmolaire, quand il y a beaucoup de glycémie, la natrémie, elle va varier, et là c'est pareil, il y a du glucose, donc ça fait varier la tonicité du produit, donc on n'a pas obligé d'avoir autant de sodium, et donc le sodium, il va plutôt être à 68 millimoles. Le sodium, c'est 4 grammes et pas 2. Et donc, effectivement, on a 2 grammes de potassium. Je vous rappelle les deux masses molaires qu'il faut connaître, le sodium et le potassium. Le sodium, c'est 17 et le potassium, c'est 13. Donc, 2 grammes de KCl, ça fait 26 millimoles. Et 4 grammes de sodium, ça fait 68 millimoles. On retombe sur nos pattes. Et après, il y a le chlore qui est dans les deux. Et là, ça fait 95 millimoles de chlore, puisque le masse molaire, c'est 15. Mais ça, c'est moins intéressant à retenir. Donc, vous voyez que vous utilisez ce produit-là tous les jours, beaucoup, et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Or, pourtant, ça a quand même un certain impact. Donc, je vous les ai remis là pour que vous voyez ce qu'il y a dans les solutés que vous utilisez tous les jours. Donc, il y a le plasma, qui est notre référence, hein, puisque je vous rappelle, la base, c'est d'avoir des solutés le plus proche possible du plasma et surtout d'éviter de créer des troubles électrolytiques chez nos patients qui souvent en ont déjà. Donc, soit c'est de les corriger et surtout éviter d'en créer. Donc, on a le NaCl où on voit effectivement qu'il n'est pas le plus proche du plasma, loin de là. On a un lactate, qui n'est pas trop mal, mais il est hyposmolaire. Le plasmalite, qui est avec moins de chlore, et l'isofindine, qui est avec un peu plus de chlore. C'est globalement tous les solutés que vous allez utiliser. Après, il y a le bicarbonate de sodium, mais qui est à part, qui n'amène que du sodium et du bicarbonate. Et puis après, il y a les gélatines et tout ça. Et l'albumine qui est à part, parce que l'albumine, son utilisation doit être assez restreinte. Donc là, vous avez le panel. Je vous ai montré tout ce qu'il y avait dedans. Vous le savez maintenant. Et donc, comment vous allez l'utiliser? Si vous avez un patient en sepsis avec une acute kidney injury, donc une insuffisance rénale, et une hyperkaliémie à 6 millimoles par litre, vous utilisez quelle soluté? Vous les remettez. Vous avez vu les pH en dessous, je ne vous ai pas menti, ils sont tous acides. Hein. Ah, ça n'a pas marché? Pardon. Voilà, allez-y.
Normalement, quand on revient, elle reste affichée chez vous, mais ça a dû être trop rapide. Il y a plusieurs réponses possibles. On peut en mettre qu'une sur. Vous en avez qu'une? Ouais. Ah, il n'a pas voulu prendre le multiple. Bon, c'est pas grave. Des fois, il bloque sur le choix multiple. Je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que vous m'avez mis? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal pour certains. Alors, les bonnes réponses, c'était ringerlactate, plasmalite et isofamine. Pourquoi c'est ça les bonnes réponses et pas le NaCl? Alors, surtout pas le PG5. Donc, je vous rappelle, je vous avais montré avant, le PG5, c'est 26 millimoles par litre de potassium. Donc, si vous l'utilisez en soluté de remplissage, c'est l'hypercalémie assurée. Donc, interdit. D'accord? Le PG5, il ne peut surtout pas passer en moins d'une heure, hein, parce que ça fait 2 grammes de potassium. Si vous ouvrez la molette, là, ça fait 26 millimoles qui partent. C'est l'hypercalémie à coup sûr. Donc PG5, jamais interdit en produit de remplissage. Ce n'est que de la réhydratation douce. Alors après, se pose la question du NaCl. Alors pourquoi beaucoup mettent le NaCl? Parce qu'évidemment, c'est le seul sur lequel il n'y a pas de potassium à l'intérieur. Et d'ailleurs, souvent, ce qu'on va répondre, il faut mettre du NaCl, il n'y a pas de potassium. Et là, le patient, il est hypercalémique à 6. Alors, on va faire un peu de mathématiques de primaire. Vous avez un patient, donc mon patient qui a 6 litres de sang avec 6 millimoles de potassium à l'intérieur. Vous mettez 2 litres de ringerlactate qui contient 4 millimoles par litre de potassium. Là, on est d'accord. Donc, le patient a 36 millimoles dans le sang. Vous en rajoutez 8. Ça fait 44 millimoles dans 8 litres. Et donc, il aura 5,5 de calémie. Mathématiques simple. Alors, certains vont me dire, oui, mais les 2 litres de ringère, ils vont fuir dans l'interstitiel. Oui, mais d'accord, mais ce sera d'abord mélangé. Donc, ce qui va fuir, ce n'est pas à 4, c'est à 5,5. D'accord? Donc, vous mettez un soluté qui contient du potassium et au final, vous allez faire baisser la calémie. Pourquoi? Parce que vous avez mis un soluté balancé, important, hein, ça ne marche que pour les balancer, dont la calémie est inférieure à la calémie du patient. Donc, si vous mettez un soluté balancé dont la concentration en potassium est inférieure à la calémie du patient, vous ne pouvez pas faire d'hypercalémie chez votre patient. Donc, on s'en fout de savoir qu'il y a 4 millimoles ou 5 millimoles. En revanche, le PG5 à 26, là oui, il va faire 7,5 et il va faire un trouble du rythme que vous avez vu tout à l'heure avec Thomas Carfon. Alors, pour ceux qui ne croient pas aux mathématiques, il en reste, il y avait des études donc, chez les transplantés rénaux. Donc, l'avantage des transplantés rénaux, c'est qu'on est sûr qu'ils ne peuvent pas réguler leurs ions, ils n'ont plus de reins. Et là, on les a remplis soit avec du ringère, qui contient 4 millimoles par litre de potassium, soit avec du salé, qui ne contient pas de potassium. Eh bien, les seuls qui vont avoir la calémie qui vont monter au-dessus de 6, c'est ceux qui vont être remplis avec du NaCl, qui pourtant ne contient pas de potassium. Parce que le chlore, par des échanges d'ions et par le fait qu'on va avoir une acidose hyperchlorémique qui va intervenir plus facilement, le potassium va sortir des cellules et donc on aura l'hypercalémie. Je vous rappelle que le potassium dans la cellule, c'est 110 à 120 millimoles et donc énorme potentiel de gravité quand ça sort. Évidemment, c'est pour ça que quand il y a la vie cellulaire importante, on a des hypercalémies très graves. Donc, soluté balancé, c'est mieux, même chez le patient qui est hypercalémique. Alors, il y a plein d'études, je ne vais pas toutes vous les faire, mais il y a plein d'études sur est-ce qu'on fait du NaCl ou du soluté balancé, qui est un débat ancestral, mais qui commence quand même à finir par se résoudre. Donc, il y avait pas mal de petites études qui montraient quand même que sur l'acide base, sur les flux sanguins, la tension, les flux sanguins rénaux, etc., les solutés balancés faisaient mieux. Et surtout, il y a l'explication physiologique de quel est le problème du NaCl. Si vous donnez du chlore en grosse quantité, 154 millimoles de chlore, c'est beaucoup, beaucoup plus que la normale, qui est à 100. Bien plus que les 154 de sodium pour les 140 habituels. Votre chlore, il va se concentrer dans le tube proximal, tube contourné proximal. Là, ça va diminuer la réabsorption, donc grosse concentration de chlore qui va rester dans le tube. Ça va continuer dans l'anse de Henle et ça va aller se concentrer dans le tube contourné distal.
Or, le tube contourné distal, le chlore qui est en grosse quantité va fuir dans la macula densa qui est autour. Et comme vous le voyez, en regard de la macula densa et du tube contourné distal, il y a l'artériole afférente du glomérule. Et donc, le chlore, dont je vous l'ai dit, a un gros pouvoir de vasoconstriction, va vasoconstricter l'artériole afférente. Je rappelle, il y a une méthode technique. Artériole afférente, elle arrive. Artériole efférente, elle exite. Donc, l'artériole afférente, c'est celle qui amène le sang au glomérule. Donc, s'il y a vasoconstriction, il y a chute du débit sanguin rénal et chute du débit de filtration glomérulaire. Donc, ce n'est pas bon. Et c'est une des raisons pourquoi l'acidose hyperchlorémique et donc le NaCl en grosse quantité augmentent les insuffisances rénales dans les études. Des études un peu plus larges sur le post-opératoire ou le péropératoire de la chirurgie abdominale majeure avec moins de complications quand on faisait des solutés cristalloïdes. Et puis des grosses études qui ont commencé à sortir dans les années 2000-2015. Alors celle-là qui était négative, mais bon, pas gros volume en remplissage et surtout, ils n'avaient pas dosé le chlore dans cette étude qui est quand même assez magique quand on fait une étude sur le remplissage et potentielle toxicité du chlore. L'étude que je vous ai montrée tout à l'heure sur les solutés qu'on donne en réanimation montre que là où vous allez récupérer le plus de chlore, c'est dans les solutés justement qui sont cachés dans les médicaments, etc. etc. Donc c'est ceux-là pour lesquels il faut faire attention, c'est ceux-là qu'il faut pister. Il faudrait, alors il n'y a pas encore beaucoup d'études là-dessus, mais il faudrait probablement diluer dans du G5 de temps en temps, dans de l'OPPI quand on peut, et puis dans des solutés balancées s'il faut, pour éviter qu'il n'y ait que du NaCl qui passe dans tous les médicaments que vous envoyez toute la journée. Bon, ce qui a fait changer, ce qui a fait pencher la balance vers les solutés balancées, c'est ces deux grosses études, 15 000 patients, sur des patients vus aux urgences qui vont dans les étages, donc pas en réa. Là, il y avait le score composite en faveur des solutés balancées. Et puis, les patients des urgences qui vont en réanimation, c'est pareil, le score composite était en faveur des solutés balancées. Les deux réunis, ça fait 30 000 patients. Même si c'était du cluster, c'est-à-dire pas du vrai randomisé double aveugle, c'était un mois on faisait un soluté, un mois on faisait l'autre. Du début où ils arrivaient jusqu'à la continuité, ils avaient toujours le même soluté à la première goutte de remplissage, ce qui est important. Et donc cette étude, les deux sont positives, réunis c'est positif aussi. Cette étude-là, qui est l'étude brésilienne qui est venue après, qui était quand même pas mal, c'est 10 000 patients, elle était NS. Mais chez ces patients-là, vous voyez, plus de la moitié ont reçu du remplissage avant, et pour quasiment la moitié d'entre eux, au moins 1 litre avant la randomisation. Donc ça élimine quand même une grosse partie, ça augmente le bruit, hein, vous savez, dans l'étude, le bruit, c'est-à-dire que ça augmente la zone grise, et donc on ne sait plus si on peut différencier les deux groupes. Et surtout, ils ont utilisé du plasmaïde 148, même chez les patients traumatisés crâniens. Or, c'est un petit peu plus hypotonique, le plasmalite, pas autant que le ringère, mais quand même. Et donc, c'est les seuls groupes où c'est sorti en faveur du salé. Et ça a aussi perturbé les résultats. Du coup, ils ont repris leur étude et ils ont regardé les patients qui n'avaient reçu qu'un seul type de soluté dès le départ. Et là, ils ont ressorti ce qu'on avait vu dans les autres études, c'est-à-dire que ceux qui avaient reçu que du balancé avaient un meilleur pronostic, notamment quand ils étaient sceptiques, et ceux qui avaient reçu que du salé étaient plutôt avec un moins bon pronostic, surtout quand ils étaient sceptiques. Donc, on retombe sur nos pieds. Et puis, cette dernière étude qui était l'étude australo-néo-zélandaise, là aussi, comparaison salé versus balancé, qui était NS, mais là aussi du remplissage avant. Et surtout, l'énorme problème de toutes ces études, c'est que ce n'est pas du tout de la médecine personnalisée. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout ce que je vous explique de tout à l'heure, où il va falloir adapter le soluté aux patients, etc. Là, c'est on prend tout ce qui arrive, et puis on balance le même soluté à l'un ou à l'autre en randomisé. Mais sauf que, ben non, ça ne marche pas. Parce que ce qui va marcher pour l'un va être délétère pour l'autre, etc. Donc, ce n'est pas bon. Donc, malheureusement, ces méthodes-là ne sont pas bonnes. Il faudrait pouvoir faire une étude randomisée, mais là, c'est extrêmement complexe, où on utiliserait le soluté adapté exactement à ce dont a besoin le patient, versus je fous la même chose à tout le monde. Et là, probablement qu'on aurait des choses intéressantes qui sortiraient. Analyse post-hoc des deux grosses études
de Vanderbilt, là, des 15 000 et 15 000, 30 000 patients. Ils ont repris les patients que septiques, et là, ça sort sur la mortalité, critère dur, à 30 jours, où là, c'est clairement en faveur des balancés. De toute façon, si on regarde toutes les études de la littérature, au mieux, CNS, ou au pire, CNS, au mieux, les balancés ont un avantage. Il n'y a aucune étude, aucune, qui montre un avantage à faire du SAL. Donc, dans le doute, il vaut mieux faire du balancé, sauf dans certaines situations qu'on va revoir après. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. On prend des patients qui sont volontaires sains, pas des patients d'ailleurs, des volontaires sains, et on leur met soit un soluté isotonique, soit un soluté hypotonique. J'ai des patients qui n'ont pas besoin de remplissage, ils sont, vous et moi, ils sont pas malades. Et qu'est-ce qu'on voit? Que le meilleur moyen pour contrôler la balance hydrosodée, c'est de mettre du soluté hypotonique, qui a une meilleure balance hydrosodée et une meilleure diurèse. Parce qu'on va remplir le secteur intracellulaire avec, en même temps que le secteur extracellulaire et que c'est plus efficace pour la balance hydrosodée. Donc, probablement, si on met un soluté de réhydratation, l'idéal, c'est d'utiliser uringer lactate qui est hypotonique et qui va hydrater les deux secteurs de façon plus efficace. Alors, dernière question. Votre patient est en occlusion, il vomit depuis 3 jours en grande quantité, il a une déshydratation globale, et vous, là, vous utilisez quel soluté? Ah, c'est la vraie vie, hein, c'est les patients que vous allez voir. Hein. Alors, ça me dit quoi? Ah, l'arc-en-ciel encore. Bon, c'est pas inutile, alors, que je vous raconte, c'est ça qui est pas mal. Alors, pourquoi est-ce que c'est la bonne réponse, c'est NaCl? Ah, je vous dis depuis tout à l'heure qu'il faut utiliser balancé, puis là, évidemment, je vous dis qu'il faut utiliser NaCl. Ah oui, je suis vicieux quand même. Vous aurez le diaporama si vous voulez, je le transmettrai en PDF avec les réponses, comme ça vous les aurez. Alors, parce que les cas que vous allez rencontrer en réanimation. Donc, je vous ai rappelé, le remplissage ou le mettre du soluté dans le patient, c'est quand il y a une hypovolémie, c'est pour restaurer la volémie. Donc, on va voir 3 types de cas où il va falloir que le patient lui mette du volume. C'est les pertes suspyloriques, vomissement, sonde nasogastrique en aspiration, c'est ce patient qu'on avait là. Les pertes sous-pyloriques, les fuites biliaires, de la diarrhée, l'ilostomie. Et puis les troisièmes secteurs, l'occlusion, l'acide, les épanchements, pleuraux, et machin comme ça. Et bien là, on ne va pas leur mettre les mêmes solutés. Donc, quand on avait des vomissements élevés, des pertes suspyloriques, qu'est-ce qui se passe? On perd du chlore, on perd de l'acide dans l'estomac. Donc, on a une hypochlorémie, une hypokaliémie, une alcalose et une déshydratation qui est d'abord extra, puis ensuite qui devient globale. Et bien, dans ce cas-là, le meilleur soluté, c'est le NaCl. Parce qu'on va amener du chlore, on va rétablir l'acide base en amenant un soluté qui va amener du chlore, qui va redescendre l'alcalose, qui n'est pas bon, qui est encore pire l'alcalose que l'acidose. Et donc, dans ce cas-là, le meilleur soluté, c'est le NaCl. Donc, on ne jette pas le NaCl, on l'utilise dans les bonnes indications. Si on a des pertes sous-pyloriques, là, c'est autre chose. Là, on va perdre majoritairement du sodium. La bile, c'est très sodé. Donc, on va être en acidose, risque d'hypercalémie, et c'est la déshydratation extracellulaire. Donc là, on va mettre plutôt des solutés qui sont riches en sodium et pauvres en chlore, et donc on a du plasmaïque, du uringer lactate, voire, petite indication ici, pour mettre du bicarbonate, et on utilisera plutôt le bicarbonate à 14 au 1000 que celui à 42. Je vous rappelle que plus on monte dans les concentrations de bicarbonate, plus on va faire un choc osmotique et électrolytique avec la cellule, donc c'est pas bon. Donc l'idéal, c'est quand même le 14. Et puis, quand on a un troisième secteur, on a des pertes qui sont proches du plasma, il y a peu de troubles acido-basiques, il y a une perte d'albumine, surtout quand on a un exudat.
Et il y a de la déshydratation qui est globale. Donc là, on va mettre des solutés équilibrés, donc les solutés balancés. C'est évidemment le mieux. Je vous rappelle là aussi que les patients sont plus ou moins sensibles au remplissage et qu'il faut plus ou moins se tromper. Quand vous avez une insuffisance cardiaque, ils vont être sensibles à la volémie, au sodium et à l'inflation hydrique. Donc là, attention, le moindre remplissage inadapté va les décompenser. Et puis après, il y a ceux qui sont en insuffisance rénale. Il y a deux types. Celui qui est fonctionnel, qui est difficile à repérer quand même, parce que du fonctionnel, on peut aller à l'organique assez vite. Mais là, c'est une natriurèse qui est faible, souvent avec des urines concentrées hypovolémiques. Ceux-là, on va les remplir. Et les autres, évidemment, les IRA organiques, on ne va pas les remplir. Juste pour finir, pour vous montrer que c'est compliqué le remplissage, la réhydratation des solutés. Là, vous voyez, c'est des enfants africains, tous en sepsis, dénutris, déshydratés, qui ont été randomisés en 3 groupes de solutés de traitements différents. Et c'était beaucoup, c'était de la malaria. Et si on regarde, eh bien, non, ça l'a pas mis. Les bleus en dessous, là, donc ceux qui meurent le moins, c'est ceux qui ont reçu 0 remplissage. Et les deux autres courbes, qui meurent le plus, c'est ceux qui ont reçu du NaCl et ceux qui ont reçu de l'albumine. Les seuls qui meurent moins, enfin ceux qui meurent le moins, c'est ceux qui n'ont pas reçu de remplissage. Alors, il y a eu beaucoup de débats autour de cette étude, mais il faut dire à quel point c'est compliqué. Alors eux, c'est parce qu'ils étaient effectivement sceptiques, déshydratés et dénutris, et que le remplissage qu'on leur fait, qui était un peu important, est certainement délétère, parce que ça va complètement déséquilibrer ce qu'ils avaient réussi à tenir un petit peu, et que les enfants, ça va vite à se déséquilibrer. Mais vous voyez qu'ils ne s'attendaient pas à ça quand ils ont fait l'étude, ça les a un peu surpris. Donc, vous pourrez vous revoir les recommandations qu'on a faites en 2022, où globalement, on a mis hémorragique choc, c'est débalancé, le choc septique, c'est débalancé. Le traumatic brain injury, on l'a mis isotonique cristalloïde, ça veut dire qu'on peut utiliser soit de l'isofindine, normalement, soit du NaCl. Et vous l'avez vu, comme dans l'étude brésilienne, on ne met pas de soluté potentiellement hypotonique. Et puis le péripartum, il n'y avait pas d'étude, donc on n'a pas fait de recours. Voilà, en conclusion, la surcharge hydrosodée, c'est délétère. Les apports systématiques et cachés en sont responsables majoritairement. Ce n'est pas votre remplissage vasculaire qui est le plus délétère. Donc, il faut les pister, les éviter. Il faut monitorer la volémie. Il faut n'apporter du volume que pour corriger l'hypovolémie. Remplissage égale restauration de la volémie. Il faut adapter le soluté à la physiologie. Donc, globalement, les dextrans interdits. Les gélatines, on n'en fait pas parce qu'on n'en fait plus d'HEA. On ne va pas faire des gélatines. Les HEA sont interdits. L'albumine, équivalent cristalloïde, mais bon, bénéfice dans le sepsis à voir, ça coûte surtout très cher. Le NaCl, on évite pour le remplissage important parce que l'acidose hyperchlorémique, mais on l'utilise dans les situations adaptées, c'est-à-dire les patients qui sont en alcalose hypochlorémique. Et sinon, c'est les solutés balancées. Et le meilleur soluté de réhydratation, c'est le lactate, parce qu'il est plus hypotonique que les autres. Il va réhydrater le secteur intracellulaire. Je vous remercie et je vous signale qu'une taille ne marche pas pour tout le monde, même si on tape très fort dessus avec un marteau.